Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Bienvenue à cette émission consacrée au bilan du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le CIMEN, le système d'information et de management du ministère de l'Éducation nationale. Je ne serai pas seul dans cette émission. Je suis très ravi de partager ce plateau avec Maguette. Maguette, bonjour. Bonjour Badé, Et comment bonjour, ça va? oh, ça va très bien et On est toi? d'attaque. Oui, on est Très d'attaque. bien. On salue notre invité, Séni Ndiaye Fall du CIMEN. Bonjour monsieur, Bonjour, Mhm. merci d'avoir bonjour. répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, on C'est vous un laisse, honneur. M. Ndiaye, le soin de saluer nos téléspectateurs, également la communauté éducative, mais particulièrement nos amis du CIMEN également. Voilà, merci beaucoup, Badé. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le personnel de la DRTS et merci de l'accueil. Je salue également tous mes collaborateurs, comme vous le disiez, qui m'accompagnent dans la mission qui nous est assignée. Et bonjour à toute la communauté éducative. En tout cas, merci, merci. Et un clin d'œil à nos amis du CIMEN, Koundoul, Hassan, et Djegan et tant d'autres. En tout cas, merci pour ce travail que vous ne cessez d'abattre pour vraiment accompagner le ministère. C'est un plaisir. Alors, Maguette, je l'ai rappelé tantôt, dans le cadre donc, de cette série d'émissions consacrée au bilan. Aujourd'hui, le CIMEN. Donc, M. Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous faire vraiment une brève présentation donc, de la structure, le système d'information et de management du ministère de l'Éducation nationale? Voilà, merci Badé. C'est connu, c'est beaucoup plus connu sous le nom de CIMEN. Sur les textes, c'est la DPTIC. La division de la promotion des technologies de l'information et de la communication. Pourquoi CIMEN? Parce que en un moment, le ministère avait senti la nécessité de coordonner toutes les activités dans le domaine du numérique. Et cela avait nécessité la mise en place d'une structure centrale et c'était fait sous forme de projet. C'était donc le projet CIMEN. Et quand on est passé à DPTIC, pratiquement comme le personnel du ministère s'était plus familiarisé avec CIMEN, donc ce nom est resté. Mais les missions restent pratiquement intactes, sinon on peut même dire que ça a évolué. Parce que CIMEN était beaucoup plus centré sur la partie technique, la partie purement technique, alors qu'avec la DPTIC, là, on est dans la pédagogie, dans le numérique éducatif. Nous sommes dans la transformation digitale du ministère dans le global. Donc, d'où l'appellation DPTIC, division donc, de la promotion des technologies, de l'information et de la communication. Et de la communication, donc, c'est ça. vous étiez un système. Aujourd'hui, quand on parle de système, on pense à vraiment tout ce travail, tout ce que vous coordonnez. Est-ce qu'une tâche facile par rapport à toutes vos activités? C'est comme si on a un système, quoi. Un système, ouais, voilà. C'est un système d'information. C'est pas une chose facile parce que quand même ça nécessite une certaine organisation. Organiser les données n'est jamais facile, mais en tout cas, grâce aux collaborateurs qui sont très compétents, chacun dans son domaine respectif, nous avons pu quand même mettre en place un système d'information intégré avec bien sûr l'appui de toutes les directions et de tous les services. C'est un système d'information centré sur l'élève. Ça, c'était une exigence même du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons pratiquement orienté toutes nos plateformes. Nous avons centré donc toutes nos plateformes sur l'élève. Et peut-être c'est ça qui fait la particularité de notre système d'information. Et nous avons un schéma directeur assez poussé, assez abouti. Et aujourd'hui, ça nous permet d'espérer avoir des données plus ou moins fiables. C'est un projet, hein, ce n'est pas encore complètement abouti, mais ça nous permet d'avoir des données fiables. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, on dit que les données sont l'or noir actuellement. Avant, on parlait de pétrole, on parlait de beaucoup d'autres richesses, mais aujourd'hui, je pense que
l'une des richesses les plus prisées aujourd'hui, c'est les données. Et pour cela, il faut un bon système d'information capable donc de collecter ces données, capable de les organiser. Et nous y sommes. C'est un projet que nous menons avec toutes les directions et tous les services du ministère. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour le moment. Alors, monsieur Fall, quelles ont été vos activités phares en 2024? Oui, en 2024, nous avons accompagné pratiquement tous les services et toutes les directions dans leur processus de transformation digitale. Parce qu'il faut dire que notre mission principale, c'est de favoriser cette transformation numérique du ministère. Donc, on accompagne les directions et les services. Et sur ce plan, nous avons accompagné pratiquement tous les services du ministère, toutes les entités du ministère, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré. Je peux peut-être parler des projets de dématérialisation de la DRH, de la DEXCO, du CNOSP pour les orientations scolaires, de la division des cantines scolaires. On travaille avec vous-même également, la DRTS et toutes les entités. Je ne peux pas peut-être toutes les citer, mais quand même, dans chaque structure du ministère, je pense qu'il y a un projet que nous menons avec elle et tout ça pour une transformation numérique du ministère dans son ensemble. Alors, qui dit transformation numérique pense nécessairement aux moyens mis en place pour pouvoir accompagner et également les différentes plateformes que vous disposez pour pouvoir accompagner cette transformation. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela? Oui, en fait, il y a les moyens, mais je pense que l'élément le plus important, c'est le comportement. C'est le comportement des différents acteurs. Aujourd'hui, si nous voulons réussir cette transformation digitale, nous devons changer de façon de travailler. Et pour cela, je pense que c'est tout le personnel du ministère qui doit être conscient de ça. Et derrière maintenant, nous nous accompagnons en mettant en place des outils en fonction des besoins qui nous sont remontés. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas nous qui créons les besoins, mais c'est les directions qui doivent elles-mêmes sentir le besoin peut-être de digitaliser des processus dans le but de simplifier, donc d'aller beaucoup plus vite. Dans le traitement des dossiers. Et une fois que ces besoins nous sont remontés, là, on peut, en étroite collaboration avec ces directions, mettre en place des plateformes ou en tout cas des applications qu'elles pourront utiliser pour faciliter certaines procédures. Maguette, peut-être le vent de cette transformation est venu donc de la COVID et donc, excusez-moi d'être un peu en arrière par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, quelles sont les leçons apprises de cette COVID pour pouvoir vraiment réadapter le comportement de tout un chacun? Oui, en fait, le COVID a été peut-être a impacté négativement la marche du monde, mais il faut dire quand même que pour notre secteur du numérique, il faut dire que ça a été une très bonne chose parce que on peinait quand même à convaincre les collaborateurs, à convaincre en tout cas tout le monde à utiliser ces outils numériques. On leur proposait cela, mais ils ne voyaient pas forcément l'impact que ça pouvait avoir. Et avec la COVID, je pense que beaucoup se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui pouvaient être faites autrement et sans que cela soit nécessaire, qu'on soit peut-être autour d'une table ou bien qu'on soit toujours en présentiel. Vous avez vu que on a déployé notre système d'information depuis 2016-2017. Pratiquement ceux qui l'utilisaient ne dépassaient pas 30 000. Mais dès qu'il y a eu cette pandémie, on a eu
une explosion d'utilisateurs. De ce fait, on était obligé d'augmenter même les nombres de licences que nous avions donc achetées pour que tout le monde puisse utiliser. Et là également, il faut saluer la mobilisation qu'il y a eu autour du numérique pendant cette période. C'était tout le ministère qui était engagé, et donc sous la coordination du secrétariat général du ministère. Et nous avons mis en place des outils, mais nous avons installé une dynamique vraiment que beaucoup de pays aujourd'hui nous ont envié. Vous pouvez prendre l'exemple de Canal Éducation qui a été créé pendant cette période. Vous pouvez prendre l'exemple des duplicopieurs qu'on avait achetés et mis à la disposition des IA, des IF, pratiquement, pour pouvoir atteindre ceux qui n'ont pas de connexion Internet. Vous vous rappelez également des flybox qu'on avait achetés pour les écoles, donc plus de 4000 flybox qu'on avait mis à la disposition pour donc, des écoles pour la connectivité. Vous vous rappelez également des différentes plateformes qui ont été développées pendant cette période et la mise en place d'une structure qui s'occupe de l'enseignement à distance, le PROME. Donc, toutes ces initiatives sont nées de cette pandémie et ça a été vraiment bénéfique pour le secteur du numérique. Alors, M. Fall, tantôt, vous avez parlé de protection des données. Oui. Parfois, le ministère de l'Éducation nationale fait face à des fuites d'informations. Est-ce que le système d'information est vraiment fiable? Le système d'information du ministère est très fiable. Il faut avouer quand même que il n'y a pas un système au monde qui ne présente pas des failles. Ça, c'est vrai, mais quand même, nous avons respecté les normes de sécurité. Et à ce jour, le système est très fiable. Vous parlez de fuite d'informations. En fait, ça, c'est lié au contexte. Vous savez, aujourd'hui, vous envoyez un courrier à un responsable. Ce courrier peut être transféré par ce même responsable, peut-être à ses agents, etc. Et souvent, quand ce n'est pas bien encadré, souvent, le document peut sortir du circuit administratif. Et vous savez, les systèmes d'information, quand on évalue souvent les systèmes d'information, je pense que le facteur le plus vulnérable, c'est l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur n'est pas bien sensibilisé, s'il n'est pas bien formé, ça constitue peut-être une porte d'entrée. Donc, ça constitue une vulnérabilité, en tout cas pour ce système d'information. D'où la nécessité de sensibiliser, de former les différents acteurs qui sont donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, vous avez aussi parlé des ressources numériques. Est-ce que les ressources numériques en ligne pour l'enseignement sont accessibles partout au Sénégal? Accessibles partout, non, parce que, comme vous le savez, la connectivité est un défi majeur pour le système éducatif. Aujourd'hui, les écoles connectées, notre ministre le rappelait récemment, il disait que pratiquement la plupart de nos écoles ne sont pas connectées. On avoisine même 0% d'écoles connectées parce que ce que nous appelons école connectée, c'est quand est-ce qu'il y a présence d'Internet ou pas. Et cet Internet-là se limite exclusivement au service administratif, au bloc administratif. Donc, il n'y a que souvent le proviseur, le principal ou le directeur d'école qui est connecté, ou à la limite la salle des profs, mais les élèves ne sont pas concernés. Alors, ça pose un vrai problème. Heureusement qu'il y a cette connectivité 3G, 4G qui fait que les élèves pourront, à partir de leur téléphone, se connecter chez eux. Ça, c'est un réel problème. Mais nous réfléchissons sur des dispositifs qui peuvent fonctionner en mode offline.
Et ce sont ces dispositifs-là que nous favorisons actuellement. On voudrait déployer aujourd'hui dans chaque école un réseau local qui permettrait aux élèves de pouvoir accéder aux ressources, qui permettrait aux professeurs de pouvoir eux-mêmes créer leurs propres ressources, de les stocker en local et de pouvoir diffuser ça avec leurs élèves. Donc, ce sont ces genres de dispositifs que nous cherchons à promouvoir dans le système éducatif en attendant qu'on ait une bonne connexion. Néanmoins, on réfléchit sur des solutions de connectivité. Là, on est en négociation avec CNM qui gère donc l'infrastructure de l'État. L'État dispose d'un réseau de la fibre optique qui va partout au Sénégal. Donc aujourd'hui, tous les départements, toutes les régions sont connectées à cette fibre optique, donc au réseau de la fibre optique de l'État. Et c'est les services administratifs qui en bénéficient et nous pensons que les écoles devraient en bénéficier. Nous avons fait part de ça au directeur du CNM SA et au ministère du numérique. Et nous cherchons des solutions en tout cas pour connecter ces écoles. Mais il y a également d'autres types de connectivité comme la connectivité via donc, les satellites. Avant, ça coûtait très cher. C'est ce qui décourageait peut-être nos institutions. Mais maintenant, c'est devenu plus ou moins accessible. Il y a des solutions en vue que nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en négociation avec des partenaires pour voir ce que ça pourrait donner. Il y a d'autres types de connexions donc, via la 3G, 4G, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les opérateurs. Essayer de voir avec également comment on pourrait avoir un forfait élève vraiment pour contribuer parce que nous, chaque fois que nous achetons des licences chez Microsoft, chez Google, etc., donc il y a des faveurs qui nous sont accordées parce que nous sommes de l'éducation. Donc partout il y a des prix éducation. Je pense qu'au niveau de nos opérateurs locaux également, il devrait y avoir des faveurs pour l'école. Et tout ça, c'est à négocier. Et je pense que si on arrive en tout cas à mettre en œuvre toutes ces initiatives, ça pourrait peut-être découler sur quelque chose d'intéressant pour le système éducatif. Connecter les enfants, c'est bien, mais sécuriser également ce qu'ils font dans l'Internet, c'est encore mieux. Comment vous parvenez à pouvoir vraiment gérer, contrôler pour un usage vraiment responsable et réfléchi? Oui. Et utile. Oui. Et utile surtout. En fait, à ce niveau, je pense que c'est un phénomène qui, je dirais, dépasse l'école. Ça, il faudra non seulement sensibiliser les élèves, mais sensibiliser également les parents. Les élèves passent une bonne partie de leur temps à l'école. On peut mettre en place des dispositifs qui permettent de filtrer les contenus. On peut le faire à l'école, mais une fois qu'ils sont chez eux, ce dispositif ne va plus marcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir sur des schémas où on pourra peut-être sensibiliser les enfants, mais également sensibiliser les parents. Et nous y sommes. On a un module qu'on appelle Internet responsable, qu'on est en train de dérouler avec la CDP, la Commission des données personnelles. Il y avait le groupe Meta également, Facebook, qui était un partenaire de ce projet. Et beaucoup d'autres partenaires. Hein. Il y a la CAP, la cellule d'appui à la petite enfance, qui est également un partenaire. Il y a beaucoup d'autres, l'UNICEF et beaucoup d'autres partenaires qui appuient ces genres d'initiatives. Mais je pense qu'il nous faut aller vers la sensibilisation des élèves. On ne doit pas peut-être leur interdire d'utiliser ces outils, mais peut-être les sensibiliser de sorte qu'ils puissent les utiliser utilement. Les défis pour 2025, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle? Les défis sont nombreux. Hein. Les défis sont nombreux. Pour l'IA, par exemple, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est pas une ruée vers
ces outils dont on parle tant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Surtout ChatGPT. ouais, Copilot, etc. Je pense que le défi pour l'école, c'est d'essayer de voir, dans le cadre de la réforme des curricula, euh, comment on pourrait, par exemple, prendre en charge l'IA, mais dans toutes les disciplines. Et ça dès le très bas âge. Les enfants en ont besoin parce que l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est pas très compliqué. Il faut déjà développer l'esprit critique chez l'enfant. Ça, on peut le faire à travers beaucoup de disciplines. Les sciences, les algorithmes, les mathématiques, tout ça, c'est à développer. Et ça doit se faire à travers presque toutes les disciplines. Et ça, c'est des aspects qui doivent être pris en charge par la réforme des curricula. Heureusement que l'équipe qui travaille, l'équipe coordonnée par l'IGF, est en train donc de prendre cela en charge. Ils sont conscients de ça. Et je crois que si on l'intègre bien, notre objectif est d'amener nos élèves et bien sûr nos enseignants à pouvoir utiliser, à comprendre et à utiliser l'IA. Je pense que le défi se situe à ce niveau. Maintenant, ne pas voir seulement les aspects négatifs. Je pense que aujourd'hui, il est possible d'apprendre avec l'IA. Aujourd'hui, il est possible de faire de belles choses avec l'IA. Donc, d'améliorer les enseignements apprentissages avec l'IA. Maintenant, ça présente des dangers. Et ces dangers-là, il faudra peut-être voir comment les surmonter. Mais je pense que le défi majeur, c'est de bien prendre en charge l'IA dans la réforme de ces curricula. De même que le numérique, hein, parce que chaque fois on parle de codage, de robotique, etc. Tous ces aspects pourraient donc intégrer cette réforme des curricula. Ça pourrait intégrer les nouveaux programmes et ça ce sera pour le bénéfice du Sénégal, donc pour le développement économique du pays. Parce qu'il faut dire que tous ces pays aujourd'hui qui sont en train donc de lancer leur propre IA, qui sont en train donc d'investir des milliards sur des data centers, etc., l'ont préparé depuis des années. Donc nous ne pouvons pas sauter des étapes. On ne peut pas aujourd'hui venir concurrencer la Chine ou concurrencer les États-Unis qui investissent des milliards, ou le Japon. On ne peut pas le faire, nous, pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est d'investir dans notre école, c'est de préparer nos enfants dès le très bas âge. Ce qui fait que peut-être d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on peut espérer avoir des produits qui pourront, en tout cas, faire partie des décideurs de demain. Un projet pour le futur. Voilà, un projet pour le futur. Voilà. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas être pressé. On doit investir sur nos enfants dès le plus bas âge et que espérer des résultats d'ici 10 ans, 15 ans et ne pas être pressé, vouloir coûte que coûte avoir des résultats. Ça, je pense que si on le fait, on risque d'être d'éternels suiveurs. La députée, on parle de transformation du système éducatif vers une société éducative avec le nouveau ministre Moustapha Mamba Guirassy. Quelle est aujourd'hui la place donc de la députée dans cette volonté de transformer le système éducatif? Oui, notre mission, c'est ça, hein, c'est d'accompagner la transformation numérique du ministère. Donc, je pense qu'on est peut-être les mieux placés, en tout cas pour comprendre ce concept de transformation de l'école, pour passer d'un système vers une société éducative. Nous sommes là pour accompagner toutes les structures et c'est pas notre rôle aujourd'hui, peut-être dans le domaine du numérique, de venir créer des solutions et mettre ça ou bien imposer ça à des structures. Ce que nous voulons, c'est que chaque fois qu'une structure identifie un besoin, qui est donc dans le domaine du numérique, nous sommes là pour accompagner. C'est comme on est vraiment les ouvriers, on accompagne les services, nous sommes en service support, on accompagne tous les services, toutes les directions dans leur transformation numérique. Et dans cette transformation vers une société éducative,
je pense que le numérique peut jouer un rôle très, très important parce que la société dans laquelle nous évoluons est une société numérique, une société euh, très smart et je pense que le numérique a son rôle à jouer dedans. Et votre accompagnement par rapport au niveau déconcentré, comment ça se passe? Parce que vous ne parlez que du niveau central. Oui, Alors que l'information et la communication là aussi, transcendent il faut également. dire que le ministère a fait des pas de géant dans ce domaine parce que nous avons très tôt compris que les formations ne doivent pas toujours venir du niveau central. C'est ce dispositif qu'on a toujours développé et qui ne donne pas de résultats. Chaque fois, c'était des équipes du niveau central qui se déplaçaient pour aller former des enseignants ou des personnels administratifs dans les régions. Nous avons réfléchi à ça et nous avons mis en place un dispositif de formation en cascade. Alors, le ministre avait écrit aux IA pour nommer des interlocuteurs, des points focaux numériques dans toutes les entités du ministère. Aujourd'hui, vous allez au niveau de l'académie. Il y a un interlocuteur académique, Ian, et un médiateur numérique, le MAN. Donc, l'interlocuteur académique, c'est un inspecteur de l'éducation parce qu'il faut comprendre quand même que cette transformation digitale doit être portée par les pédagogiques. Ce n'est pas forcément des techniciens qui doivent porter ça. Donc, l'interlocuteur est forcément un inspecteur de l'éducation nationale. Donc, c'est lui qui coordonne toutes les activités numériques au niveau académique. Et il est secondé par le médiateur numérique, donc qui a un profil différent. Au niveau des IF, nous avons les correspondants numériques. Au niveau des écoles, nous avons donc les référents numériques. Et derrière, nous avons également des associations, des startups qui accompagnent également le ministère. Et c'est ce dispositif-là qui permet de pouvoir diffuser le numérique dans le système éducatif. Donc, c'est comme ça que nous l'avons pensé. Et aujourd'hui, nous formons ces points focaux numériques parce que comme on est au début de cette transformation, il faut les capacités. Donc, nous formons actuellement ces points focaux numériques. Il y a des sessions qui sont organisées en ligne, pratiquement, coordonnées par la structure que je dirige. Et pratiquement, depuis que nous avons commencé, toutes les structures du niveau déconcentré y participent et ça donne des résultats satisfaisants. Maintenant, il faut dire que le ministre ne s'est pas arrêté là parce que là, nous sommes en négociation avec l'université numérique. Bon, je ne dirais même pas que nous sommes en négociation. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de formation de tous les enseignants du Sénégal. Et ce projet de formation des enseignants, de 105 000 enseignants, au numérique et à l'intelligence artificielle, se passe bien. Nous sommes en train d'élaborer les contenus parce que nous avons déjà stabilisé le référentiel de compétences numériques. Donc ça, c'est déjà fait avec l'université numérique. On était en atelier la semaine dernière. Maintenant, nous allons passer à l'élaboration des contenus numériques. Et après ça, il y aura peut-être le lancement officiel de cette convention entre l'université numérique et le ministère de l'Éducation. C'est dans le cadre du projet Force Aînée. Et après cela, après le lancement, nous allons passer à la formation des enseignants. Mais ça sera une formation qui va se faire exclusivement en ligne. Et ce sera sanctionné par des certificats. Donc, un certificat pour le numérique et un certificat pour l'intelligence artificielle. Parallèlement également, les agents du niveau central sont en train d'être formés. Je pense que vous les avez vus ici, à la DRTS. Des regroupements ont eu lieu également au niveau du ministère. Prochainement, ça va être au niveau de la DCS. Donc, on regroupe les services qui sont autour de la DRTS, autour de la DCS. Et l'autre partie, c'est au ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour les initier à l'IA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que
l'élément le plus vulnérable d'un système d'information, c'est l'utilisateur. Donc, c'est vraiment le lieu d'initier tout le personnel à l'utilisation de l'IA. Également, leur présenter les différents dangers que l'IA pourrait constituer. Voilà. La grosse, peut-être, le remous des enseignants, c'est également la lenteur administrative. Oui. Et comment vous y attelez pour pouvoir vraiment huiler cette machine de dématérialisation des dossiers administratifs? C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que si vous allez au niveau de la fonction publique, ils vous diront que c'est parmi tous les ministères, c'est le ministère de l'Éducation qui a le plus digitalisé, qui a le plus fait des efforts. Modernisé. Oui. Ça, quand même, tout le monde nous le reconnaît. Mais je pense que c'est des questions qui ne doivent pas être prises en charge seulement au niveau sectoriel. Il faut une bonne coordination, soit par le ministère du numérique ou bien au niveau de la primature ou de la présidence. En tout cas, il faut une bonne coordination entre les différentes entités de l'État, ce qui permettrait de pouvoir finaliser ce projet de digitalisation. Parce que si le ministère de l'Éducation prend des initiatives et que à la fin du processus, c'est transmis à la fonction publique ou au ministère des Finances ou à un autre ministère, et que cette transmission peut-être se fasse par courrier électronique, je donne un exemple comme ça. Si, par exemple, ce processus-là ne peut pas continuer en ligne, moi, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Les enseignants peuvent déposer leur dossier au niveau de l'éducation. Tout peut se faire via une plateforme. Mais si les autres ministères n'ont pas le même dispositif, ou bien s'il n'y a pas une interopérabilité entre les différentes plateformes des ministères, ça pose un problème. Et d'où la nécessité d'avoir peut-être une entité qui serait à un niveau supérieur pour coordonner toutes ces activités. Très bien, très bien. L'autre difficulté, peut-être, Maguette, avant de terminer cette émission, c'est surtout lié à la plateforme Mirador. On voit souvent des candidats pour le CREM rencontrer des difficultés d'accès à cette plateforme. Par rapport aux bugs. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui voilà, quoi, l'efficacité de cette plateforme afin que tout le monde puisse vraiment mettre du contenu et se candidater? Pour ce qui est de l'accès aux plateformes, j'avoue que il y avait des difficultés, mais c'était une insuffisance de ressources. Je ne sais pas si vous avez suivi avec Planète l'année dernière, pratiquement tous les ans, au moment des compositions, il y avait des problèmes. Parce que tout simplement, chacun voulait générer ses bulletins directement et les ressources allouées n'étaient pas suffisantes. Mais c'est des ressources qui coûtent très cher. Effectivement. L'année dernière, nous avons bénéficié donc de l'appui du ministre qui est intervenu directement pour demander à ce qu'on augmente les ressources. Ça coûte cher, c'est vrai, mais avec ça, on n'a pas eu de problème l'année dernière avec Planète. Maintenant, tout est question d'organisation. Aujourd'hui, on peut voir les moments de pic et acheter des ressources pour ces moments, des ressources supplémentaires pour ces moments de pic. Et puis, vraiment, quand il se passe absolument rien, c'est pas la peine d'augmenter les ressources. Ça, c'est juste une question d'organisation. Mais il faut que très tôt, s'il y a peut-être des campagnes en vue, que ça nous soit remonté très tôt pour qu'on puisse prendre les dispositions. Mais le ministère dispose d'une infrastructure assez solide qui nous permet aujourd'hui de gérer toutes nos plateformes sans difficulté. Bon, on nous signale que le temps qui nous est imparti est presque épuisé, mais c'est la toute dernière question, Maguette. C'est relatif aux cartes professionnelles. On avait débuté pour une première tranche. Maintenant, il y a quelques temps, on ne voit plus de cartes professionnelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à cela? Oui, pour les cartes professionnelles, il faut dire que, comme je le dis tout le temps, nous sommes juste un service support. Le responsable de cette activité, c'est la DRH. Donc, nous avons produit pendant 1 ou 2 années ces cartes professionnelles.
sans problème. Donc, ça a été distribué dans tout le Sénégal. Alors, en un moment, on n'avait plus peut-être la possibilité de le faire pour des raisons administratives. Le ministre nous a demandé de reprendre cette activité depuis et actuellement, nous sommes en train de revoir les demandes antérieures pour recommencer la production. Mais mieux encore, le ministre nous a instruit de réviser en tout cas ces cartes professionnelles en incluant peut-être des services parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut disposer d'une imputation budgétaire, il devrait pouvoir le faire avec sa carte professionnelle directement. Quelqu'un qui veut peut-être un service quelconque, on devrait pouvoir l'intégrer dans la carte professionnelle. On y travaille avec des partenaires et je pense que le nouveau format va beaucoup plus intéresser les enseignants. Votre mot de la fin, monsieur Fall? Vous remercier. C'est court, mais bon, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas peut-être parler de tout. On aura peut-être d'autres occasions pour parler en détail. Peut-être on pourrait cibler des plateformes particulières ou des processus particuliers. Nous sommes à disposition et chaque fois que vous le souhaitez, nous sommes là pour partager ce que nous sommes en train de faire. Et un mot peut-être pour Canal Éducation, également pour plaider pour que Canal puisse vraiment porter, avoir des ailes et aller plus loin. Canal, c'est une très belle initiative. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient cette chaîne. Il y a beaucoup qui l'ont copiée d'ailleurs. Hier, je discutais avec un de nos partenaires quand on mettait en place Canal Éducation. J'ai discuté avec lui hier, il me disait que, messieurs, vous avez mis en place Canal Éducation, tout le monde a applaudi, le Nigeria l'a copié, mais là, ils sont en train de développer des chaînes, de démultiplier Canal au niveau de leur pays, faire de sorte que pour chaque niveau, il y a une chaîne. Il y a une chaîne, donc c'est comme RTS, il y a RTS 1, 2, 3, etc. Mais là, c'est des chaînes par niveau. Par niveau. Et il dit que le Nigeria l'a pris comme consultant. Il est là, c'est un Sénégalais. Ils l'ont pris comme consultant pour mettre en œuvre ce projet. C'est pour dire que c'est une très belle initiative, mais qu'il faut développer encore. Qu'il faudra développer encore. Je crois que la nouvelle équipe est très ambitieuse et compte s'appuyer sur Canal pour relever des défis. Voilà, relever des défis. Parce que ce numérique dont vous parlez doit beaucoup s'appuyer sur des outils digitaux comme Canal Éducation. Et je pense que les nouvelles autorités sont conscientes de ça. Et en tout cas, moi, je suis très optimiste par rapport à la suite. Merci beaucoup, M. Fall. Merci Maguette, ça a été un plaisir de partager ce plateau également. Et donc, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes au terme donc, de cette émission bilan consacrée donc, aux différentes structures et directions donc, du ministère de l'Éducation nationale pour faire leur bilan des activités déroulées en 2024. Et là, c'était avec M. Seni Ndiaye Fall, qui est le coordonnateur donc, de la division de promotion des technologies et de l'information donc, du ministère de l'Éducation nationale DPTIC, qui passe de semaine à DPTIC. En tout cas, merci infiniment pour le travail que vous abattez et tous les agents donc, de la DPTIC. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Au revoir.